Être chef d'entreprise, c'est avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est avancer sans preuve. Et un chef d'entreprise, dans 99% des cas, il a une foi dans ce qu'il fait. Et moi, j'ai besoin de la foi, et j'ai cette foi parce que, en plus, à ce moment-là, j'ai plein de confrères qui sont des performeurs dans mon métier qui ont choisi ce modèle-là. J'ai les miracles de la foi qui sont autour de moi, donc je n'ai pas de raison de ne pas y aller. Et vraiment, du coup, j'écoute pas ma petite voix. Je m'appelle Raphaël Meffray, j'ai 51 ans, je suis le fondateur de la SAS Team Bordeaux Nord, qui a exploité une marque américaine d'agence immobilière avec un coworking, centre de coaching et de formation pour agents indépendants. On est en 1999, je viens de finir mon service militaire, après avoir fait des études école de commerce et un master en économie, option économie du tourisme. Et je commence ma vie professionnelle dans le secteur de l'automobile. En 2003, je décide, parce que j'ai une idée d'un métier que j'ai envie de faire depuis longtemps, je décide de faire quand même un bilan d'orientation pour me confirmer mon envie de changer de métier et de m'orienter dans quelque chose de complètement différent, à savoir l'immobilier et l'entrepreneuriat. Ce qui fonctionne bien puisque je décide de me lancer, donc de tout quitter. Confort d'un salarié cadre, avec tous les avantages que ça suppose dans un grand groupe, pour repartir à zéro, c'est-à-dire partir du bas de l'échelle dans le métier de l'immobilier et démarrer comme négociateur dans une agence d'un réseau très connu. Et je m'éclate, si bien que je performe bien, je gagne très bien ma vie, et en 2006, mon patron de l'époque me propose de prendre la responsabilité de l'agence, ce que je fais avec plaisir, et là je redécouvre, ou j'apprends un peu plus sur le management. J'avais déjà pratiqué avant, mais là plus, et la gestion d'entreprise, ce qui me permet de prendre plus de hauteur et de faire grandir mon job. Et en 2010, j'ai l'opportunité de racheter cette entreprise, qui performe, mais sans être dans les meilleurs, et je rachète cette entreprise donc en 2010, et je la fais croître et je la fais grandir, c'est-à-dire que je passe de 300 ou 390 000 euros de chiffre d'affaires global à la fin 1,2 million. En 2018, je considère que j'ai fait un peu le tour du sujet. Ça fait un petit moment que je suis dans ce métier-là. J'aime bien l'immobilier, certes, mais ce que j'aime bien, c'est la gestion d'entreprise. Et j'ai envie de me rapprocher de ma famille, pour plein de raisons. Et avec mon épouse, nous décidons de quitter l'Île-de-France, du moins Paris, en vendant l'entreprise que j'ai fait grandir, pour laquelle mon épouse m'a rejoint en cours de route, pour nous installer dans le sud-ouest, proche de ma famille, à Bordeaux. Donc début 2019, nous arrivons à Bordeaux, nous nous installons. J'ai pas forcément envie de faire de l'immobilier, donc je commence à explorer les potentialités d'entreprises à reprendre ou à créer. On prend du temps, parce qu'il faut du temps pour se repositionner sur un marché ou dans un nouvel endroit. Avec mon épouse, nous décidons de ne pas nous orienter ensemble sur la même activité, afin de ne pas mettre les œufs dans le même panier, comme on dit. Donc mon épouse trouve un modèle, après avoir fait un dernier voyage à l'étranger, d'école d'anglais pour enfants, qu'elle développe, qu'elle décide de créer. Et moi, de mon côté, je trouve que je suis un peu sur le bord de la route et je me mets tout seul la pression. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Bien que je n'ai pas forcément envie de reprendre de l'immobilier, je découvre un modèle d'agence immobilière disruptif qui vient des États-Unis, qui consiste à monter ce qu'on appelle un market center, qui est un centre de coworking dans lequel on forme et on coach des agents indépendants pour devenir plus performants. On est octobre 2019. Je choisis ce modèle de franchise qui vient des États-Unis, qui est en France depuis 2016.
Et ma première approche est bonne, mais très rapidement, au fond de moi, j'ai une petite voix, mon instinct qui me dit: «Attention». Mais c'est pas grave, après enquête auprès de confrères qui sont très connus en France, qui ont choisi ce modèle-là, je me dis: «Bon, que je me fais de fausses idées, je rentre dans ce modèle-là et je signe». Mars 2020, c'est tout ce qui s'est passé. Covid, le 13 mars, on est tous confinés. Donc moi, je décale mon modèle dans le temps. Je fais de la visio, mais ça ne fait que décaler. Malgré tout, juin 2020, on peut sortir et je décide de continuer quand même l'aventure en me mettant en mode, entre guillemets, hybride, en installant mes premiers bureaux dans un centre de coworking, afin d'être agile. Et le 10 octobre cette année-là, on ouvre la première promotion avec 30 agents comme c'est recommandé pour démarrer. Et là, je me rends aussi compte que le business plan qu'on m'a présenté confirme ce que je pensais et ce que ma petite voix me disait, c'est que ça va être difficile. La bonne question, c'est de savoir pourquoi j'ai continué malgré tout. Être chef d'entreprise, c'est avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est avancer sans preuve. Et un chef d'entreprise, dans 99% des cas, il a une foi dans ce qu'il fait. Et moi, j'ai besoin de la foi, et j'ai cette foi parce que, en plus, à ce moment-là, j'ai plein de confrères qui sont des performeurs dans mon métier qui ont choisi ce modèle-là. J'ai les miracles de la foi qui sont autour de moi, donc je n'ai pas de raison de ne pas y aller. Et vraiment, du coup, j'écoute pas ma petite voix. En septembre 2020, juste avant d'ouvrir la première promotion, je relance mes recherches de locaux en parallèle pour pouvoir installer mon market center tel que c'est prévu dans mon contrat de franchise et tel qu'il est prévu dans le modèle. Je trouve un local et je signe exactement en décembre, le 23 décembre 2020, mon bail. Et le 28 décembre 2020, je lance les travaux. J'ai trouvé les entreprises, bien sûr, et je lance les travaux. Et les gars font les premiers travaux le 28 jusqu'au 30. Bon. Et ils reprennent le 2 janvier 2021 et j'ouvre le Market Center fini, livré aux agents le 28 février 2021. Là, on est dans le dur, dans le vrai, parce que j'ai levé tous les crédits. J'ai posé mon capital sur la table réellement. On est déjà de mon côté à plus de 200 000 euros posés, plus les emprunts. On est déjà à 600 000 euros. Et en face, bien sûr, le démarrage qui peut être long, puisque en immobilier, entre le moment où on signe une promesse ou un compromis et l'acte authentique, il se passe en minimum 3 à 4 mois. Donc, mais on est dans une année faste en immobilier, je rappelle c'est 2021. Donc je me dis que ça va le faire. Je clôture mon premier bilan, j'ai pas un super chiffre d'affaires, c'est normal. J'ai des grosses pertes, c'est normal. J'ai investi dans un market center, c'est pas une agence traditionnelle. J'ai une grosse masse salariale telle que le modèle le prévoit, c'est-à-dire 5 salariés cadres avec des compétences liées à cela, c'est-à-dire directeur commercial, coach d'encadrement, d'accompagnement d'agents, l'équivalent d'un directeur financier, administratif financier, bon, plus ce qu'on va appeler un happy manager, quelqu'un qui anime le market center. Donc je fais une grosse perte, je fais 450 000 euros de perte la première année. Mais ce qui est normal quand on démarre une entreprise. Deuxième année, fin de deuxième année, j'ai un peu moins de pertes, plus de chiffre d'affaires, mais je me rends compte que malgré tout, la performance n'est pas à la hauteur des attentes que cela pourra donner, et surtout basé sur un business plan qui a été constitué par l'expert comptable préconisé par la Master Franchise, et qui est finalement en décorrélation d'un marché que je serais censé sentir.
fin 2023, je me rends compte que mon chiffre d'affaires a augmenté. Malgré tout, je ne me paye toujours pas. Et je suis toujours obligé de faire des réglages, ce qu'on fait dans une entreprise de manière générale, mais il y a une perspective, mais je commence à avoir des doutes quant à la viabilité du modèle. Je me dis, j'aurais peut-être dû écouter ma petite voix. En 2023, je décide de faire appel à un cabinet d'expertise comptable indépendant pour voir ce qui ne va pas dans l'entreprise, que je ferai mal en tant que gérant, en tant que chef d'entreprise, parce que je suis le capitaine du bateau et si je gère mal, si je tiens mal la barre, faut qu'on me le dise et que je sache quels axes d'amélioration je peux et qu'est-ce que je dois corriger. Il faut 1 mois et demi à cet expert comptable indépendant pour faire le tour de la société et me dire que en fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est bien et que le modèle n'est pas viable. Que malgré tout, j'aurais beau faire ce que je veux, je ne gagnerai pas d'argent avec ce modèle-là. Je clôture ce bilan 2023 où, en gros, j'ai plus que 150 000 de pertes. J'ai un chiffre d'affaires qui atteint les 890 000 euros, mais je fais quand même de la perte. Bon, ça se comprend, je me dis l'année prochaine, ça devrait être bon. On arrive en 2024, je clôture, j'ai un chiffre d'affaires de plus d'1 million et j'ai pas 150 000, enfin, j'ai pas 158 000 de pertes, j'ai 151 000 de pertes. Là, pour moi, c'est problématique. J'ai des discussions avec la master franchise qui m'explique que c'est le volume de personnes embauchées, que c'est pas que peut-être qu'il faut qu'ils essayent de me dire que c'est pas bon, etc. Mais je me rends compte qu'eux-mêmes, en ayant développé les mêmes systèmes, n'ont pas été performants. Donc, je prends un temps d'arrêt et puis moi, ça va pas bien chez moi parce que j'ai quelque chose qui me fait que je me sens pas à l'aise. Et pour un chef d'entreprise, c'est pas bon. On est en février 2024 et je décide en mars de mettre la société en mandat ad hoc, sous mandat ad hoc, pour pouvoir prendre le temps de réétaler, pourquoi pas, les dettes bancaires, renégocier avec le bailleur, enfin les principaux créanciers de la société, et voir si je peux faire quand même que cette entreprise soit prospère, puisque c'est mon job et que c'est pour ça que je fais ça. Début avril 2024, avec le mandataire ad hoc, on décide on a le premier rendez-vous avec les banquiers, qui sont les principaux créanciers, qui attendent que l'expert comptable, puisque le rendez-vous est prévu depuis quelques semaines, leur ait fourni déjà un pré-bilan ou un premier bilan pour avoir une vision de l'entreprise, parce qu'ils ont les bilans passés, mais il faudra avoir une vision, une photo à l'instant T. Et en fait, le jour du rendez-vous, il leur explique qu'il leur a envoyé là parce qu'il s'est trompé dans les adresses e-mail, enfin, quelque chose de lunaire. Donc les banquiers ou le représentant des banques dit moi je peux pas vous dire que je vais bloquer les comptes, on fera de la rétroactivité s'il faut, mais sans avoir analysé, là, en ayant reçu en moins de 24 heures les éléments, je peux pas vous dire quelle décision on va prendre. Mais quand je découvre le modèle, je trouve que ça ressemble plutôt à un cercle de Ponzi ou une pyramide de Ponzi, je sais pas ce que vous en pensez. En se retournant, enfin en parlant au mandataire ad hoc, le mandataire dit oui, là-dessus l'expert comptable dit mais en fait je comprends pas votre position, vous avez financé la master franchise et puis c'est un modèle qui est viable, qui marche, mais c'est un modèle de petit bénéfice mais faible marge mais gros volume. Et c'est pour ça que on est là aujourd'hui, parce qu'à terme ça va marcher. Et le banquier de répondre moi je pense que mon confrère du même établissement dans la région où la master franchise a emprunté, avait pas dû boire le bon café le matin où il a fait son prêt. Parce que ça aurait été moi, je n'aurais pas prêté les fonds sur un modèle pareil. Et la réunion s'arrête là. Avec un rendez-vous 3 semaines plus tard
puisqu'ils auraient lu les fameux pré-bilans, entre guillemets. Et c'est là que je me pose, après cette discussion, après ce rendez-vous, où le banquier a dit ça, et où voilà, j'ai un échange avec le mandataire ad hoc, là. C'est cette petite voix là qui revient, et puis moi je me vois décliner psychologiquement, etc. Ma femme commence à me dire, bon, regarde-toi, c'est plus toi, enfin, tu rentres à la maison, tu fais la gueule. Et fin avril, je profite d'un week-end et je me pose, et même si j'ai cherché d'autres pistes pour faire évoluer, pour sortir de cette espèce d'ornière, je dis, j'ai un rendez-vous le 2 mai avec les banquiers, le nouveau rendez-vous avec les banquiers le 2 mai. Puis en fait, même si je pose les chiffres, je vois que si je réétale la dette même de 3 ans ou de 5 ans, ça sera toujours le même. Voilà. Je reprends ce que m'a expliqué, je reprends le rapport de l'expert comptable indépendant que j'avais consulté, je l'appelle même, et je vois que on va dans le trou, on va tomber si je continue, et que je vais emmener beaucoup de gens avec moi et que c'est pas bien. Donc je prends la décision à ce moment-là de liquider, et le 2 mai, lors du rendez-vous avec les banquiers, au lieu de discuter de la perspective de bloquer les comptes, de rediscuter, je leur annonce très clairement que j'ai pris la décision de liquider l'entreprise. Je décide de liquider, pas que à cause de ces résultats. Ce week-end-là, quand je me pose, je me fais un feedback de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. J'ai épuisé des équipes. Donc j'ai eu déjà un turnover de l'équipe de direction, parce que les postes sont inadaptés. Donc ça, c'est la première chose. J'ai réinjecté de l'argent. J'ai mis ma famille à contribution. Mes parents ont mis de l'argent. Mon épouse a mis de l'argent. J'ai réinjecté, moi, de ma cagnotte personnelle, de l'argent dans le modèle. C'est tous ces facteurs qui font qu'à un moment donné, plus cette dernière réunion, plus qui font qu'à un moment donné, il faut arriver à l'évidence et dire qu'il est temps de tout arrêter et de liquider. Et quand je prends cette décision, c'est un peu le principe de dire il vaut mieux se couper la main plutôt que le bras. Avant le rendez-vous avec les banquiers, comme j'ai pris la décision de liquider, les premières personnes que j'appelle, c'est mon équipe, l'équipe de direction. L'équipe proche, les gens qui sont proches dans ce modèle avec moi. Je les appelle individuellement. On est le soir, je leur envoie un petit SMS. Je leur dis, bon, désolé de t'embêter, mais là, il faut que je te parle, on a besoin de se parler. J'ai besoin de te parler. Et je leur explique à chacun la décision que j'ai prise et pourquoi je la prends. Parce que c'est important pour moi, quand t'as emmené des gens dans quelque part, il faut que tu leur expliques pourquoi on va arrêter. Ils le comprennent, parce qu'ils le voient, ils le subissent aussi, quelque part. Et ensuite, on réfléchit à la façon de l'annoncer aux équipes, aux agents qui sont là. Le lendemain, on a une réunion avec eux. Je leur annonce que j'ai décidé de liquider. Et que pour autant, je veux pas les léser, ni quoi que ce soit. Donc, c'est une de mes priorités, c'est que tout le travail qu'ils ont accompli, ils en touchent le fruit, et pas qu'ils soient mis comme créanciers chirographaires, c'est-à-dire arriver à la fin des fins. Mi-mai, je reçois la convocation, donc, après cette décision, au tribunal de commerce. L'audience est le 14 juin. Et j'arrive chambre de commerce, au tribunal de commerce de Bordeaux. Donc avec tout ce que ça suppose, des avocats qui circulent en robe, voilà, et on rentre dans la salle d'audience. Donc ambiance tribunal, faites entrer l'accusé quelque part. Et donc on explique mon cas parmi d'autres entreprises, parce que je suis pas tout seul.
on reporte le statut, enfin la décision du tribunal là, dans 1 heure ou 2 heures. Donc j'attends pendant 2 heures, 1 heure et demie plutôt, dans une salle à côté. J'ai un avocat avec moi, mon épouse m'accompagne. Voilà, puis bon, c'est assez, euh, c'est assez ambigu comme ambiance parce que bah, c'est un tribunal. Donc on se dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Arrive le compte rendu, donc la décision. Et pendant que donc d'autres décisions sont rendues, ça passe vite. Je dis, bon, ben voilà, hein. Au moment où c'est mon tour, le président tribunal refait l'histoire et puis il dit, le gérant est là, oui, monsieur le président. Moi, je me lève et il m'explique en prenant à témoin le procureur, puisqu'on levait la confidentialité du mandat ad hoc, que il comprend pas comment j'ai pu tenir aussi longtemps avec un modèle pareil et que il est rare qu'ils décident de faire une liquidation, pas avec plaisir, mais salutaire pour moi, qu'ils considèrent que c'est pas un beau modèle et que ce serait plutôt une arnaque. Et à ce moment-là, je prends cette décision non pas comme si j'étais un pestiféré, parce qu'on a plutôt l'impression, ce sentiment-là, surtout en France, mais j'ai le sentiment, la fameuse phrase libéré, délivré. Au moment où il dit ça, j'ai l'impression que j'ai tapé au fond de la piscine pour rebondir. Les premiers jours, j'ai l'impression que je suis en week-end, vacances. Au bout d'une semaine, il faut que je me dise qu'il faut que j'aille au bureau et en même temps, il n'y a plus personne au bureau. J'ai fait l'inventaire, j'y retourne, je fais l'inventaire du bureau, de ce qu'il y a, de ce qui reste. Je rencontre le mandataire, enfin le liquidateur en charge. Je lui mets, comme on dit, les clés, lui remets en main les clés du bouclard, entre guillemets. Il m'explique comment il va fonctionner. Moi, comme je m'y suis attaché, quand je discute avec lui, je tiens à lui exprimer le fait que je voudrais que, sur ce qui reste à encaisser, je voudrais que les agents soient payés. Et qu'on n'attende pas la fin de la liquidation pour qu'ils soient payés. Donc on trouve un deal où, ce qui est rare, et certains agents n'y croyaient pas, c'est que ils décident sur toutes les ventes à venir que les agents se feront rémunérer indépendamment par les notaires et que la partie qui reviendra au market center sera récupérée par lui. Comme ça, les agents sont payés vraiment. Donc tout est propre pour moi. Il faut savoir que quand je liquide, je n'ai aucune dette vis-à-vis de l'État. Je n'ai aucune dette vis-à-vis de mes salariés. Et je n'ai aujourd'hui plus aucune dette vis-à-vis des agents du market center. Les seules dettes, c'est la master franchise que j'ai arrêté de payer, bien sûr, le bailleur et la banque. Dans le second temps, il faut que je prenne du recul. Donc je décide de partir seul, m'isoler au fin fond du Pays Basque. Pourquoi le Pays Basque? Parce que on peut marcher, parce qu'on peut prendre du recul, etc. Puis ça fait longtemps que je suis pas parti. Et puis tout seul. Et je pars, au départ, je dis que je pars pour 10 jours, avec l'accord de ma femme, hein, mais je pars pour 10 jours. En fait, je pars pas pour 10 jours, je suis parti pendant de début juillet à fin août. J'ai fait des week-ends où je profitais de ma famille, mais vraiment, voilà. Et je prends du recul, je me refais cette histoire, ce film, de cette aventure, et j'ai l'impression qu'en fait, pendant 4 ans, j'étais dans une espèce de tunnel où je suis rentré malgré moi et que je suis sorti de ce truc-là. Vraiment, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être comme si j'étais rentré dans une secte. Voilà, vraiment un nouveau moi. Et je regarde devant aujourd'hui. Je n'ai pas attaqué la master franchise pour l'AIS parce qu'ils sont en sauvegarde et que ça m'aurait coûté trop cher. J'ai plus cet argent-là. Je crois ce qu'on appelle le mektoub ou d'où vient ta point à qui c'est attendre. Et j'avance, et c'est ce mois et demi là ou cette période là qui fait que je regarde devant maintenant et je regarde plus derrière. Mais j'avais besoin de ça, de m'éloigner, de tout couper pour prendre les bonnes décisions, me reprendre en main,
Je buvais pas d'alcool ni quoi que ce soit. Je suis pas alcoolique, mais j'ai décidé, comme à une époque j'avais décidé d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire. C'est pas religieux, c'est pas, voilà, c'est partie des décisions. Pourquoi, je sais pas. Voilà, nouveau moi, nouvelle vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Suis-je entrepreneur aujourd'hui? Oui, toujours. Est-ce que j'ai envie de faire partager mon expérience? Je suis là. Est-ce que liquider en France, c'est pas bien? Ben, dans l'état, dans l'esprit, dans le mainstream, dans l'état commun, on a l'impression que quand tu dis que tu as liquidé ta société, tu as le cancer, le sida et la peste, ou que tu portes une étoile jaune. C'est pas vrai. Beaucoup de chefs d'entreprise ont liquidé ou ont planté une boîte pour réussir derrière. Je considère que c'est une expérience. Je le vis comme ça aujourd'hui. Et je vais vachement mieux, en fait. Je vais vachement mieux. Et je m'assume complètement. Ce qui est difficile, c'est le reste. C'est le fait de se dire, ben, j'avais de l'argent que j'ai plus. C'est le fruit des économies de travail qui est passé dans cette histoire-là. Que si j'avais écouté ma petite voix, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Mais on fait pas la vie avec ah, si j'avais su. On avance. C'est le propre du chef d'entreprise. Le projet pour la suite, c'est de retrouver une activité qui me fait vibrer, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai jamais fait pour l'argent. Je l'ai toujours fait parce que je vibrais. Comme on dit aujourd'hui, j'entends beaucoup les gens, les jeunes, dire je veux faire un métier qui a du sens. Moi, j'ai besoin de vibrer. Alors, je vais pas dire qu'il y a du sens, c'est trop un mot commun. Mais j'ai besoin de vibrer pour... voilà, donc je cherche un projet qui va me faire vibrer. J'aime bien coacher, j'aime bien accompagner. J'ai beaucoup appris malgré tout avec ce modèle-là, tant en management qu'en approche des hommes. J'ai l'impression que j'ai beaucoup grandi. Je me suis assagi. Est-ce que je vais continuer dans l'immobilier? Peut-être que oui, peut-être pas. Je suis encore capable de rebondir. Vraiment, il y a un grand philosophe, entre guillemets, qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, qui dit il faut être aware. Ben, je suis plutôt aware et je regarde tout parce que tout m'intéresse. Ça peut être de l'automobile, ça peut être dans l'IT, voilà. Vraiment, j'ai des qualités que je peux mettre à disposition et je peux soit être chef d'entreprise, soit ma capacité de résilience peut me rendre salarié. À partir du moment où je vibre pour un sujet, j'ai pas d'ego. Peut-être que demain je serai marin-pêcheur ou peut-être commercial dans une entreprise, ou peut-être que j'aurai remonté quelque chose, je sais pas. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui entreprend aujourd'hui ou qui se lance, la première chose, c'est écouter votre instinct. Quand on a la foi, on écoute son instinct, on écoute cette petite voix. Écoutez-la. C'est souvent elle qui a la voix de la raison. C'est votre subconscient. Et d'un point de vue pragmatique, si vous prenez un modèle de franchise, étudiez bien le modèle, rentrez dans les détails. Je pensais que je maîtrisais le modèle de franchise. Non, quel que soit, même si vous avez l'habitude, regardez bien, regardez l'antériorité, creusez avant de vous lancer. Après, pour le reste, entreprendre, c'est une très belle chose. Quand on entreprend, c'est comme si on a un enfant, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24. Et on vibre et en même temps, on stresse. Mais c'est comme ça. Et allez-y, n'hésitez pas, c'est pas la fin de quelque chose. Si jamais vous vous plantez, vous aurez essayé. Il y a tellement de gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas essayé, qu'il vaut mieux se lancer que ne pas faire. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté, et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude: quand on plante,
repousse. Planter,